Désolé, Star Wars, mais des astronomes ont découvert un système stellaire bien plus intéressant. Savais-tu que notre système solaire faisait un peu exception dans la galaxie? En général, les étoiles ne sont pas solitaires. Certaines ont même plusieurs compagnons. Par exemple, les systèmes stellaires binaires sont très courants. Ils sont constitués de deux étoiles en orbite autour d'un centre de masse commun. Généralement, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pour un observateur, elles se fondront, probablement l'une dans l'autre, et sembleront ne former qu'une seule étoile. Par exemple, Alpha Centauri A et B forment ensemble un système binaire. Elles font partie des étoiles les plus brillantes de leur constellation et sont les troisièmes plus lumineuses de tout le ciel nocturne, dépassées seulement par Sirius et Canopus. Si tu les observes, elles te paraîtront n'être qu'une seule étoile. Mais il existe aussi ce que l'on appelle des étoiles doubles. Elles sont si proches l'une de l'autre qu'elles peuvent sembler former un système binaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux même faire un petit test. Dans la constellation de la Grande Ourse, essaie de chercher Mizar et Alcor. Elles sont un peu difficiles à voir, elles se trouvent sur le bras de la Grande Ourse. Si tu arrives à les distinguer l'une de l'autre, alors tu as une bonne vue. Mais pourquoi se contenter de deux étoiles quand on peut en avoir plus? Les systèmes triples sont également assez courants, avec trois étoiles qui orbitent les unes autour des autres dans une délicate danse cosmique. Ces systèmes sont toujours pleins de surprises, car leurs orbites sont très difficiles à prédire. Mais tout cela fait pâle figure en comparaison de notre récente découverte. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a trouvé un système solaire à 5 étoiles. Situé à 250 années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, c'est la mission Super WASP qui l'a déniché. Toutes ces étoiles sont nées du même disque de poussière et de gaz. Et elles sont liées entre elles par une danse gravitationnelle très complexe. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes très proches les unes des autres. Leur piste de danse est plutôt vaste en réalité. Elles sont séparées par une distance supérieure à celle de l'orbite de Pluton autour du Soleil. En général, ces grands systèmes sont constitués de systèmes plus petits. Par exemple, dans ce cas, il y a deux étoiles très éloignées. Deux étoiles si proches que l'une d'elles vole pratiquement l'hydrogène de l'autre. Oh, la vilaine! Et une étoile solitaire. Mais elles orbitent toutes autour d'un centre de gravité commun. Avec toutes ces interactions, c'est un miracle qu'elles n'entrent pas en collision. Ce serait la pagaille dans le ciel. Mais la grande complexité de ces systèmes très rares n'est pas surprenante. Et cela soulève une question majeure. Quel type d'environnement unique pourrait exister dans de tels systèmes? À quoi ressemblerait notre vie si nous y vivions? Nous allons voir ça. Imagine un peu. Tu es sur une planète en orbite autour de l'une des étoiles d'un système quintuple. C'est une journée ensoleillée et tu es prêt à aller à la plage. En sortant de ta maison spatiale, tu regardes le ciel et tu vois non pas un, ni deux, mais 5 soleils qui brillent comme des diamants. 2 d'entre eux sont super proches l'un de l'autre, presque comme s'ils ne faisaient qu'un. Puis tu vois l'autre paire, un peu plus éloigné, chacun avec son propre éclat. Et enfin, l'étoile solitaire dans le coin, qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est vraiment impressionnant. Tu te demandes peut-être, mais à quoi ressemblerait le cycle jour-nuit et le cycle des saisons sur une telle planète? Eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. En fonction des orbites des étoiles, la planète pourrait connaître des phases de clarté et d'obscurité assez aléatoires. Il pourrait même y faire jour ou nuit constamment, ou durant de très longues périodes. Tout dépend de l'emplacement de la planète. Si nous vivions dans un système binaire, les choses seraient plus faciles. Il y aurait 2 périodes distinctes, de jour et de nuit, car la planète tournerait autour des 2 étoiles. Mais avec 5 étoiles, leur luminosité et leur position changeraient constamment, de sorte que le cycle jour-nuit pourrait devenir extrêmement chaotique. Mais laissez-moi dormir bon sang. D'un autre côté, la vue serait véritablement spectaculaire. Nous assisterions à plusieurs levées et couchers de soleil différents, chacun d'une luminosité et d'une couleur distinctes. Et pour les saisons, ce serait aussi compliqué. Tu dois savoir qu'ici, nous avons 4 saisons en raison de l'inclinaison de l'axe de notre planète par rapport au Soleil. Eh bien, dans un système à 5 étoiles, les choses seraient certainement un peu folles. Comme quand il y a plusieurs chefs dans une cuisine et qu'ils veulent tous préparer un plat différent. Par exemple, quand nous serions proches de l'étoile A, ce serait l'été. Quand nous serions proches de l'étoile B, il ferait plus froid et ce serait l'hiver. Mais si nous nous trouvions quelque part au milieu, ce serait en même temps l'hiver et l'été. Un peu comme quand on cherche à jongler avec plusieurs balles à la fois. Et il s'agit là d'une explication très simplifiée. Il y a aussi des choses comme la trajectoire orbitale de la planète, l'inclinaison de son axe,
l'attraction gravitationnelle, etc., etc. En bref, les prévisions météorologiques seraient 10 fois moins fiables dans ces conditions. Et le présentateur météo aurait du pain sur la planche. Et si cela ne suffisait pas, que dirais-tu d'une montagne russe de radiation? Les vents solaires et la chaleur de toutes ces étoiles pourraient rendre les conditions sur notre planète super difficiles, et même la rendre inhabitable. Par exemple, si tu as la malchance de vivre trop près de la paire d'étoiles binaires, tu auras l'impression d'être constamment coincé dans un micro-ondes. Mais bon, au moins tu n'auras plus besoin d'aller au salon de bronzage. Et si tu es trop loin des étoiles, tu vivras dans un hiver éternel. Et si tu te trouves quelque part entre les deux, imagine que tu vives dans un endroit où tu peux, le même jour, attraper un coup de soleil et avoir des engelures. Et ce n'est que le début. Tu vois, 5 étoiles, ça fait énormément de gravité. C'est comme si tu faisais un câlin de groupe avec des amis très forts et très collants. La force gravitationnelle des étoiles pourrait créer des marées super fortes et même emporter des villes entières. Et ne parlons pas des tremblements de terre. Avec toute cette gravité, le sol sous nos pieds donnerait l'impression de trembler et de bouger en permanence. Le bon côté des choses, c'est que nous aurions toujours une excuse pour être en retard au travail. Désolé patron, j'ai été pris dans une vague de gravité et je me suis retrouvé de l'autre côté de la planète. Vous me croyez, n'est-ce pas? Comme tu peux le constater, nous adapter à un tel système demanderait beaucoup d'efforts. Évidemment, le défi serait grand pour les agriculteurs. Avec plusieurs étoiles dans le ciel, les plantes devraient s'habituer à recevoir de la lumière sous différents angles et à différentes intensités tout au long de la journée. Il nous faudrait trouver un moyen de protéger nos cultures de l'excès de chaleur et des radiations. Toutefois, le fait de disposer de plusieurs sources d'énergie provenant de toutes ces étoiles serait plutôt génial. Imagine des champs de panneaux solaires absorbant tous ces rayons. Mais peut-être que nous aurions de la chance, et que nous habiterions sur une planète où la gravité et les changements de température seraient supportables. Un tel environnement serait vraiment idéal. Cela aurait un grand impact sur notre culture, nos arts, notre technologie, etc. Avec une vue aussi unique du cosmos, qui sait tout ce que nous serions capables de faire. Et imagine, nous avons découvert des systèmes encore plus complexes que celui-ci. As-tu entendu parler de Aer Cassiopeiae? Il s'agit d'un système stellaire septuple, ce qui signifie que SCP étoiles tournent en orbite les unes autour des autres. Tu te dis peut-être, waouh, ça doit être un vrai chaos. Et tu n'as pas tort. Imagine que tu essaies de piloter un vaisseau spatial à travers tous ces champs gravitationnels. Une véritable partie de flipper cosmique. Tout cela nous rappelle l'incroyable diversité de l'univers. Les scientifiques continuent leurs recherches et en apprennent toujours plus sur ces systèmes rares et fascinants. Et qui sait quels autres systèmes stellaires époustouflants existent, attendant d'être découverts? Des systèmes à 10, 15 étoiles, presque autant d'étoiles qu'il y en a à Hollywood. T'as compris? Les étoiles, Hollywood? Ok, d'accord, c'était pas très drôle. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch.
C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier.
La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Est-il possible d'éteindre le Soleil ? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau ? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel ? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau ? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien ? Sérieusement ? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit.
Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non.
Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas ? Prêt à tester tes connaissances ? Naturellement. Tu obtiendras 1 point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe ? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il ? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi ? Les longueurs d'onde jaunes et oranges, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu ? Mythe ou réalité ? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude, mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre. La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid. Un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant ? Comment cela se fait-il ? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes, et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel ? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune ? Vivons-nous donc tous dans le mensonge ? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Et ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple, la Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité ? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinie. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une supergravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète. Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Ils attirent la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile par exemple entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine, ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites, mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours. Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur.
Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre, où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ 1/6 de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune? Le deuxième homme qui y a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline, mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil, le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose, mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune, et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée? Est-ce un mythe ou un fait? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés, et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Cette super-Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave, ainsi que des nuages, d'où tombe une pluie de roches fondues. 1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la Voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir 1 million de terres. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici, mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous. Toutes les comètes ont une queue, mythe ou réalité? C'est vrai, certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu? Chut, je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité? Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors cela doit être une réalité, non? Eh bien non, pas vraiment. Vénus, qui est la 2e planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente. Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un mythe? C'est une réalité. La Lune n'a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas de vent. Et sans vent, comment les empreintes de pas pourraient-elles être effacées? Alors, combien de points as-tu obtenu? Dis-le moi dans les commentaires.